Bonjour, bienvenue jeudi 8 décembre. Salut à tous. Bienvenue pour un petit live sur Xano, une solution de back-end no-code. Donc toutes les 2 semaines, je me présente, je vais commencer à me présenter. Je m'appelle Georges Duverger. Je suis anciennement chef de produit chez DraftBeat. DraftBeat qui est une solution pour faire des applications mobiles, natives, donc iOS, Android, sans coder. Donc c'est une solution de no-code. Je travaillais là-bas pendant 2 ans et au travers de ça, j'ai eu beaucoup l'occasion d'utiliser Xano parce que DraftBeat, c'est qu'un client, donc il faut l'intégrer avec une base de données, avec un back-end. Et donc Xano, c'était un peu le back-end de choix parce que je pense que c'est le meilleur outil sur le marché en ce moment dans le no-code. Et donc, au cours des quelques dernières années, je me suis pas mal familiarisé avec Xano. Et donc, du coup, j'essaie de redonner à la communauté un petit peu de connaissances, d'expertise là-dessus, une fois toutes les 2 semaines, sur la chaîne Twitch de No Code France. Voilà. Salut Alexis. Salut, c'est qui Aor Doki? Aora Doki, je sais pas, c'est probablement un membre de la communauté qu'on se connaît peut-être, mais je reconnais pas le pseudonyme. C'est Arnaud. Ok. Salut Arnaud. Salut Alexis, j'ai déjà dit. Ok. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait un petit live parce que la semaine dernière, salut Youssef, c'était Thanksgiving. Moi je suis basé à Boston. Donc il est tôt ici, il est 10h du matin, un peu plus tard chez vous en France. Et donc l'année dernière, il y a 2 semaines, c'était Thanksgiving, qui est une fête nationale ici. Donc j'ai pas fait d'émission. Passer un peu de temps avec la famille, une belle famille. Et donc voilà, on se retrouve 2 semaines plus tard. Alexis demande, tu livres les cookies en France? Ouais, alors une raison pour laquelle j'étais un peu moins actif aussi sur le Slack et dans la communauté, c'est que j'ai démarré un business de cookies. Où on imprime les messages qu'on veut. Ça n'a rien à voir avec le no-code. Hein. Enfin, si, remarque, c'est très, très, très no-code. Aux États-Unis, donc j'ai démarré ça. Ça fait un petit moment que j'y travaille, mais j'ai démarré un peu officiellement la semaine dernière. Et donc, je fais pas mal de commandes et de travail là-dessus en ce moment. Donc, ça me prend un peu de mon temps. Donc, je fais un petit peu moins de no-code, mais malgré ça. Et par contre, donc, pour répondre à la question d'Alexis, je ne livre pas en France pour le moment. Cela dit, si l'idée d'un cookie un peu personnalisé avec votre propre mot dessus vous intéresse, je vous encourage à regarder. Il y a plusieurs compagnies qui font ça. La plus connue, je pense, c'est Chanty Biscuit, qui a inspiré d'ailleurs. Moi, je fais juste de l'arbitrage. En fait, j'ai essayé d'apporter ce concept que j'ai beaucoup aimé aux États-Unis. Donc, regarde, en France, il y a Chanty Biscuit qui fait ça. Attends, je vais partager mon écran, puis je vais... une seconde. Toujours les petites histoires d'écran dans les premières minutes, un classique. Présenter, partager l'écran, on ose ajouter la diffusion. Voilà, ça c'est ça le site. Donc je t'encourage à regarder ça, chantybiscuit.com. C'est eux qui sont un peu plus, c'est eux qui ont initié le concept un peu, enfin de ce que je connais. Donc c'est ça, des petits beurres un peu custom. Donc moi je fais un peu la même chose. On est parti vraiment sur une... attends, je me perds un peu dans mes... on est parti sur une grosse tangente. Moi je fais pareil avec les cookies que j'appelle Telegram Cookies. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, bon allez, j'arrête la parenthèse ici. Donc tout ça c'est pour dire que ça m'a occupé. Mais aujourd'hui, plus sérieusement, on va faire du Xano. Donc toutes les 2 semaines, j'essaie un peu la gimmick que j'utilise, c'est de regarder les release notes, donc les nouvelles fonctionnalités qui sont sorties dans Xano. Et ça, c'est facile à faire parce qu'ils en parlent. Donc si vous allez sur le site communautaire de Xano, on va aller dans les catégories. Ils ont une partie release qui est là. Voilà, donc là vous voyez avec le numéro toutes les releases qui sortent avec une petite description de quelles ont été les nouveautés. Où est-ce qu'on en est? Ça on va regarder. Laissez-moi regarder sur la chaîne. Donc je les mets tous sur YouTube, les release notes. Donc voilà, ça c'est un peu l'historique de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc on a fait jusqu'à 1.46.2. Donc la prochaine c'est 1.46.3. Et j'ai observé ce matin, en fait, je rattrape doucement mon retard. J'avais pris pas mal de retard pendant les vacances.
parce il y a donc 1.46.3, après il y a 1.47, et après je crois que c'est la dernière, la plus nouvelle. Donc après ça, on va commencer à rattraper un peu notre retard, mon retard. Donc voilà ce qu'on va regarder aujourd'hui. Il y a aussi un petit email qui a été envoyé. Il y a un petit email qui a été envoyé par Xano, donc on va peut-être en parler un peu parce qu'il parle de 2-3 trucs intéressants. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par là. Si vous permettez que je regarde mes emails rapidement. Voilà, les nouvelles de décembre. Voilà. Alors, parlons un petit peu de ça. Bon, Xano qui a levé 5 millions, on en a déjà parlé. Une SDK qui est donc en fait comment simplifier, comment vulgariser ça, une forme d'outil qui vous permet d'intégrer avec Xano en code, mais de manière plus, c'est un peu plus abstrait, donc vous n'êtes pas juste en train de faire des appels de requêtes, il y a un peu une abstraction qui est faite. Donc ça a été aussi nouveau. Regarde, je vais les prendre dans l'ordre. Donc ça, les 5 millions, la SDK qui a été lancée, qui est fait en TypeScript, Axios pour les requêtes. Voilà, donc c'est tout disponible. C'est un peu plus, là on tombe dans le low-code, dans le code complètement. Peut-être je ferai une petite session, un petit hors-série sur comment intégrer avec l'API de Xano et la SDK en JavaScript. Mais je ne vais pas le faire là parce que ça sort un petit peu du contexte no code. Un nouveau site communautaire. Donc ça, je crois qu'on en parlera beaucoup la prochaine fois parce qu'ils en parlent un peu dans la prochaine release note. Mais effectivement, pour ceux qui ont vu, non seulement il y a un nouveau site Xano et il y a un nouveau site community.xano.com. Donc ça, ils ont fait pas mal d'efforts là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, ça, je n'ai pas trop regardé, mais effectivement, ils ont amélioré les connexions avec Webflow. Donc, il faudrait que je regarde ça un petit peu en détail. J'ai pas une très bonne idée de ce que ça permet de faire à présent. Peut-être je peux... si j'ai un peu de temps aujourd'hui, je reviendrai un petit peu là-dessus, que je suis un petit peu curieux. Et le nouveau site dont on a parlé. Les tutoriaux intéressants. Et là où je voulais en parler, ça on va en parler, c'est les release notes un petit peu. Là où je veux en venir, voilà, c'est ça. Donc ils ont grossi un petit peu l'équipe, 2 nouveaux membres dans l'équipe. Brian, qui travaille sur des nouveaux snippets, donc des petits bouts de code, et qui va aider un petit peu sur des questions de performance et de scalabilité. Et Johanna, donc Brian c'est un développeur advocate, donc il va travailler un petit peu en collaboration avec les développeurs. Johanna, c'est Custom Success Associate, donc elle est plus en mode aider l'utilisateur. Ça, c'est super. Les Xano ont toujours eu une superbe communauté. Ça a commencé, bon, déjà les cofondateurs, Prakash et Sean. Mais Michael fait aussi du super bon boulot. Je crois que c'est Chris, un peu la personne qu'ils ont ajouté il y a quelques mois maintenant, qui fait aussi du très bon boulot. Donc, une super communauté. Ils ont aussi un Slack. Donc ils ont aussi des communautaires où vous pouvez poser des questions. Ils ont un Slack. Le Slack n'est pas fait pour poser des questions quand il y a des bugs ou n'importe quoi. C'est plus pour discuter de ce sur quoi vous travaillez, etc. Plus un lieu de rencontre qu'un lieu de débugage. Voilà, donc ça c'est l'email. Je voulais en parler un petit peu. Donc bienvenue à Brian et Johanna. J'espère pouvoir interagir avec eux un petit peu dans les jours et mois qui viennent. Ok, donc j'en étais où? 1.46.3. Alors c'est parti. Voilà une nouvelle. On est bon, on embarque. Qu'est-ce qu'il y a des questions dans le chat? On est quoi? Une petite dizaine. Dites-moi un peu où c'est que vous en êtes, vous, avec Xano. Est-ce que c'est les gens que c'est tout nouveau? Est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous préférez d'autres outils comme Supabase, Backendless? Comment ça se compare un petit peu dans votre voyage du no-code? Est-ce que vous êtes un peu réticent à l'utiliser parce que c'est un peu trop low-code? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour l'utiliser? Je sais qu'il y a quelqu'un dans le Slack, donc dans le Slack de No Code France, il y a un canal spécifiquement pour Xano, et il y a quelqu'un ce matin, attendez, je vais le retrouver rapidement, je pense que c'était Arnaud, voilà Arnaud qui est là, qui demandait un peu est-ce qu'il y a des gens qui ont pensé à faire un bootcamp Xano. Alors c'est une idée intéressante.
Je serais curieux d'en savoir un peu plus, Arnaud. Qu'est-ce que tu entends par Bootcamp Xano? Est-ce que c'est un truc collaboratif où on se met une équipe de 5 et on travaille sur un projet? Est-ce que c'est... Alors, c'est pas le même Arnaud, désolé. Alors, l'autre Arnaud, Arnaud 2, c'est chaud à prendre en main. Alexis dit, c'est chaud à prendre en main quand on vient de Bubble et que l'on n'a aucune connaissance de code. Ouais, je partage un peu ce sentiment. Xano, moi, c'est ce qui m'attire, c'est que je suis aussi un ancien ingénieur, donc il y a un peu une philosophie d'ingénierie derrière que tu ressens. Ils ont fait des abstractions, évidemment, ça reste un outil no code, mais tu sens qu'il y a une philosophie un peu pure en termes d'ingénierie, qui moi me plaît beaucoup, parce que ça me parle, c'est ce que je connais, mais effectivement, il faut prendre un petit peu en main les notions de fonction, de endpoint, de comment gérer la table, comment appliquer des filtres, etc. C'est pas toujours le plus intuitif, donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire ces petites vidéos. Si vous avez des questions, si tu as des petites questions spécifiques assez bien documentées, parce que je ne veux pas partir non plus trop trop large, mais n'hésitez pas à poser des questions. Et Alexis dit grave, on veut un bootcamp formation. Bah, dites-moi un peu plus comment vous l'imaginez, parce que moi je serais curieux, puis pourquoi pas faire un petit bootcamp formation Xano, mais qu'est-ce qui vous intéresserait de voir? Est-ce que ce serait un exercice, genre on va apprendre à faire une to-do list avec Xano? Est-ce que ce serait plutôt par concept? Alors voilà la base de données, voilà ce que c'est qu'un endpoint, etc. Est-ce que ce serait un truc de groupe? Est-ce que c'est un truc plus professeur, étudiant? Comment vous l'envisagez un petit peu? Je serais curieux, voir ce qui vous intéresse le plus. Je vais en profiter pour faire un petit plug avant de tomber dans la liste. Je fais un peu de coaching aussi et de consulting sur Xano. Donc effectivement, j'ai l'occasion de travailler avec les gens qui ont des petits besoins. Tiens, je vais partager ça. Qui ont des besoins de formation ou d'apprentissage ou juste de réalisation de Xano. Donc j'ai une petite idée d'un peu de ce que certaines catégories de gens recherchent, mais je serais curieux d'entendre un peu plus de la communauté. Qu'est-ce que vous entendez par bootcamp pour voir si on peut faire quelque chose? Voilà, bah, dites-moi. Ou ici en live ou sur le Slack. Mettez un peu vos commentaires dans le. Tiens, je vais mettre le lien vers le message d'Arnaud. Copy link. Comme ça, si vous avez des suggestions, des commentaires sur cette idée de bootcamp, n'hésitez pas à les partager là sur le Slack de No Code France. Ok, allez, c'est parti. Assez de tergiversion. Tergiversion, c'est ça le mot? Définition. Tergiversation. Alors moi j'ai beaucoup perdu mon français. Ok, on va le regarder. On va y arriver. Tergiversation. Du latin. Action de tergiverser. Ah, je pensais qu'on disait tergiversion. Mais non, tergiversation. D'hésiter. Tergiverser. Prendre des détours, des faux fuyants, éloigner pour étudier la conclusion. Voilà. Bon, assez de tergiversation. Passons au release note. J'ai besoin d'un petit jingle. Petit aparté, scale, mise à l'échelle. Très bien, Alexis. Tu as raison, mise à l'échelle. Alexis dit aussi par concept. Donc, il revient sur la question de la formation. Donc, par concept, une vraie formation comme peut le faire Open Classroom ou Auto avec Bubble. Je sors du bootcamp développeur de 8 semaines. Donc, par concept, ok. Donc, genre... 1 heure sur juste l'aspect. Attends, on va regarder les vraies choses. On parlera des mêmes choses. Je vais me connecter. Night mode. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité qui a fait perdre le plus de temps aux équipes de développement depuis les 10 dernières années que Dark Mode? C'est une question ouverte. Si vous avez des suggestions de fonctionnalités qui ont fait perdre le plus de temps aux équipes de dev, aux startups, aux compagnies, avec le moins de retour sur investissement que Dark Mode, je suis curieux à connaître ces fonctionnalités, donc n'hésitez pas à me les partager. Ok. Je fais un peu polémique. Donc, ouais.
par concept, ça voudrait dire, par exemple, passer, je vais me mettre dans ma workspace, passer 1 heure ou quelle que soit la durée de temps sur les databases, comment utiliser tout ça, ensuite passer 1 autre heure sur les API, les endpoints, passer 1 autre heure sur les tâches. C'est un peu ça que tu as en tête, Alexis? Donc vraiment, moi j'aime bien, je pense que c'est assez structuré. J'ai tendance, quand je travaillais à Draftbeat et que je faisais pas mal de formations, d'avoir un exemple, un genre de fil rouge, parce que c'est vrai que ça structure un peu les choses, ça rend les choses un peu plus concrètes. Donc ça, c'est un petit peu mon défaut, mais peut-être que je suis prêt à en changer. Je suis prêt à étudier autre chose. Dites-moi si vous m'entendez bien aussi. Je voudrais pas que ça frotte sur mon blouson, n'importe quoi. Ok. Allez, c'est parti. Donc 1.46.3 de 6 octobre. Il y avait un memory leak, donc de la mémoire un peu qui s'échappe, et au fur et à mesure ça prend beaucoup de place et les choses tendent à cracher. Quand on faisait des background tasks, des très longues tâches d'arrière-plan, de plus d'1 heure. Bon, bah ça, je ne vais pas le tester. Par contre, je peux en profiter pour illustrer un peu qu'est-ce qu'on entend par tâche d'arrière-plan. Donc là, dans Xano, vous avez une partie task. Et je peux créer toutes les tâches que je veux. Donc, je vais dire toutes les heures, par exemple. Voilà. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et vous allez lui faire des choses. Donc, par exemple, bon, je vais juste créer une variable. Ouais, je vais créer une variable qu'on va appeler foo42. Voilà, on sait rien. Vous pouvez faire votre stack, votre pile d'actions. Et ensuite, vous allez lui dire quand est-ce que vous voulez l'exécuter. Donc, par exemple, dans mon cas, je vais lui dire, je ne veux pas juste l'exécuter une fois, je veux l'exécuter de manière répétitive, toutes les... qu'est-ce que j'avais dit? Toutes les heures. Voilà, mais ça pourrait être toutes les minutes, avec beaucoup plus de granularité. Et je ne s'arrête jamais, il va continuer. Et voilà, donc je peux le faire marcher, bah, il va rien, il n'y a pas grand-chose à voir, hein, il crée juste une variable, donc c'est un peu vide. Et ensuite, je l'ajoute, je la rends active. Et donc maintenant, toutes les heures, j'ai une tâche qui va faire un truc qui est inutile pour l'instant, mais vous pouvez vous en servir pour nettoyer des bases de données, pour vérifier que quelqu'un a fait une opération, toutes les choses un peu récurrentes, genre tous les matins, vous voulez envoyer un email à vos utilisateurs, donc vous pouvez le faire au travers de ça. C'est en développement, on appelle ça cron job, donc une tâche cron répétitive. Et vous pouvez le faire avec Xano. Et je m'en sers moi beaucoup j'ai un projet qui, pour me souvenir de choses, pour améliorer ma mémoire, qui m'envoie un email avec des morceaux d'informations que j'ai entrés au préalable, que j'essaie de retenir, à des moments spécifiques clés, je ne vais pas me mettre trop dans les détails, pour faire un peu un exercice. Donc j'ai une tâche cron qui tourne toutes les minutes, et quand il est l'heure de m'envoyer mon petit test, voilà, et quelque chose est exécuté. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, voilà, on va pas pouvoir tester le memory leak, mais ça c'est une amélioration. Add-ons are now preserved properly when switching from single list to list with paging in query or record. Donc ça, puisque c'est une amélioration, on va pas aussi pouvoir montrer le bug. Par contre, je vais en profiter pour parler un tout petit peu d'add-ons. C'est vrai qu'on en parle souvent. Et donc là, ça, apparemment, il cassait auparavant quand on retournait juste un objet, quand on retournait une liste, ou quand on retournait une liste avec pagination. Donc on va un peu essayer de simuler ça, on verra pas l'erreur, parce qu'ils l'ont fixé, mais on verra un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc j'ai une base de données ici, avec des produits. Je vais pas perdre du temps à la refaire, je pense qu'on avait fait il y a 2 ou 3 semaines ou un mois maintenant. Oh, c'est un peu long. C'est un peu long, qu'est-ce qui se passe? Boum, 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 boum. Ah oui, donc j'avais cassé volontairement des relations pour pouvoir illustrer justement les problèmes ce qui était aussi des problèmes d'add-on dans une release précédente. Bon bref, je vais fixer mes relations. Donc là j'ai des produits, donc chocolat, banane, des compagnies, des marques, donc Benko, et des pays d'origine de ces marques. Voilà, donc quel que soit. Et là j'ai le détail des marques, je pourrais mettre plus d'informations, là j'ai juste le nom, et le détail des pays. Voilà. Et ensuite, ce que je veux faire, c'est dans mon API,
j'ai la possibilité de créer des points d'entrée automatiquement. Donc quand j'ai créé ces tables-là, il va directement me créer mon API si je le veux, ou je peux le faire à la main. Mais là, par exemple, il m'a créé par défaut un point d'entrée qui me permet de récupérer tous les produits. Donc voilà ce que ça fait. Il n'y a pas de variable de... Tiens, comment on dit input, output, d'entrée, une variable d'entrée? Comment vous traduiriez input? Bon, voilà une bonne question. Et donc là, il va récupérer, il fait juste une chose dans la pile, c'est récupérer tous les produits et retourner la liste de produits. Donc je vais déjà illustrer que ça marche. Voilà, donc il retourne banana, chocolat. En fait, là, on voit déjà, j'ai déjà des add-ons qui ont été définis. Encore une fois, je l'ai fait quand je l'ai fait la dernière fois. Donc là, dans le détail de la sortie, vous voyez qu'il a des add-ons que je peux enlever d'ailleurs. Je peux peut-être je vais les enlever, comme ça ce sera plus clair. Voilà. Donc là, ça c'est par défaut, j'ai pas d'add-on, donc il me retourne juste les informations qui sont présentes dans cette table, en l'occurrence juste le nom du produit avec l'identifiant de la marque et l'identifiant du pays, mais pas des détails. Si je veux avoir des détails, c'est là il faut que je vienne remettre donc un add-on que j'avais créé auparavant, en lui disant par exemple j'aimerais bien avoir les détails de la marque, ce qui me permet en termes d'utilisateur de ne pas avoir à refaire un appel pour, maintenant que j'ai récupéré l'identifiant de la marque, aller rechercher des informations supplémentaires sur sa marque. Il peut me retourner tout ça dans mon premier appel, donc je gagne beaucoup en termes de performance. Voilà, donc là typiquement j'ai étendu ma réponse avec des informations supplémentaires sur la marque à partir de l'identifiant de la marque. Donc je vais sauver ça, et quand je debug, voilà, maintenant j'ai non seulement l'identifiant de la marque, mais j'ai le détail. Donc quand est-ce qu'elle a été créée, son nom, etc. Et donc apparemment, de ce que dit... attends, je vais lire un peu le chat. On dit aussi input. C'est malheureusement souvent le cas, on répète. Ok, input, des intrants. Des intrants? Entrant. J'aime bien l'idée, Arnaud. Intrant. Mais pourquoi pas juste entrant alors parce qu'on pourrait dire mes entrants et mes sortants. Ce serait pas mal ça, mes entrants et mes sortants. Non? Sinon, entrée, sortie, pour les plus fervents défenseurs de la langue française, mais vraiment, on dit tous input, output. Ok. Je vais peut-être essayer de démarrer une tendance. Je vais peut-être essayer d'appeler ça entrant et sortant. Entrant et sortant, c'est pas mal ça, entrant. Définition, entrant. Voilà. Wiktionary. Entrant, du participe entrer, ouais, qui entre. Conseiller, bah oui, donc ça peut être utilisé comme, c'est comme adjectif ou comme nom. À l'entrant tout neuf. Et ben voilà, ça y est, je lance vous l'avez entendu ici pour la première fois, on va appeler ça entrant, sortant. Arnaud dit dans le langage économique un intrant, parfois input, notamment dans l'industrie, est un élément entrant dans un processus de production. Ok, donc intrant c'est un vrai... Alors je suis curieux pourquoi pas l'avoir tout simplement appelé entrant. Pourquoi chercher... en français. Intrant, du latin intrant. Intrant, produit nécessaire de fonctionnement de l'ensemble. L'ensemble, produit nécessaire au fonctionnement. Le carbone présent dans les intrants. Ok, je suis pas complètement convaincu tout à fait que ça aurait le même sens. Bon, bref, on s'en fout un petit peu quand même. Hein, mais en tout cas, merci pour votre aide, c'est des bonnes suggestions. Ok, donc mes entrants, pas d'entrants. Et maintenant, je vais, au lieu de retourner, c'est un peu ça, excusez-moi, je rattache les wagons. Le problème, c'est quand on passait juste d'une réponse unique à une liste avec de la pagination, on perdait ces add-ons. Donc on va l'essayer. Hein. Là, typiquement, je renvoyais toute une liste. Vous voyez, c'est un objet JSON qui est une liste. Et si je veux, au contraire, en sortie,
renvoyer juste un élément. Je vais changer le type de retour pour lui dire single. Sauver. Maintenant, testons. Voilà, donc il m'en a renvoyé qu'un. Maintenant, c'est un dictionnaire, donc une série de clés et valeurs. Et la donne, il a bien marché. Donc voilà, il a retrouvé le bon identifiant, qui était le numéro 2, il a trouvé l'information. Ok. Donc ça, bah écoute, ils ont l'air d'avoir résolu ça. Et je ne sais pas si je vais pouvoir tester vraiment avec la pagination, comme j'ai pas beaucoup de... comme j'ai pas beaucoup d'informations, si, remarque, je peux peut-être faire ça, voilà. Juste une page avec un objet, est-ce que là ça va marcher? Testons. Voilà, donc j'ai un objet qui a été retourné dans l'objet items, et la donne a bien marché. Voilà, et puis là, si je veux, je peux paginer à la page d'après, etc. Et finalement, revenons au mode liste simple, pour voir si l'aller-retour marche bien. Pas de pagination. Sauver. On teste. Ok. Et la donne a toujours bien marché. Bon, bah voilà. Donc ça, s'ils ont... Encore une fois, c'est pas un problème que j'avais vécu auparavant, mais apparemment, c'est fixé, donc tant mieux. Arnaud dit c'est comme un ingrédient. On revient sur le intrant. Intrant, ingrédient. Alors est-ce que ta réponse implique que donc le 1 de ingrédient, est-ce que grédient voulait dire quelque chose et ingrédient est une évolution du mot ou une modification du mot grédient? Voilà une question qu'elle est bonne. Grédient. Ça veut rien dire. Non, pas gradient, grédient. Dictionnaire. Grédient. Non, enfin bref. Mais en tout cas, je pense que j'ai compris ta logique. Rien à voir. On parle un petit peu dans le décor. Ok, je continue. Bug fix. Importer un fichier CSV, donc Comma Separated Value. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand on passe souvent des données d'un objet, d'un service à un autre, on utilise un format très minimal, donc ce qui est bien, parce qu'il permet que tout le monde un peu s'entend là-dessus, qui est juste en fait de séparer les données sur différentes lignes et par virgule. Donc par exemple, ce serait nom, prénom, et donc ça c'est un peu les colonnes qu'on séparait par une virgule, et ensuite on mettrait dans les valeurs, voilà, John Doe, etc. Et donc chaque entrée. Donc ça s'appelle Comma Separated Value, des valeurs séparées par la virgule. Ça peut être plus perfectionné que ça, hein. Ça peut être séparé par un autre type de caractère. Si vous voulez avoir des virgules dedans, vous pouvez aussi le mettre entre quotes. Donc il y a pas mal ça peut être plus raffiné, mais à la base c'est ça. Je vais le sauver, tiens ça d'ailleurs, parce qu'on va le tester. Voilà. On va tester un peu. Donc, quand on importe un CSV dans une table existante, il n'ignorait pas proprement les colonnes qui avaient été désélectionnées. Donc, dans une table existante. Donc, moi, je vais essayer d'importer quelque chose dans ma table brand. Voilà. Donc, je vais me faire un nouveau CSV, je vais juste l'appeler, est-ce que je pourrais juste faire, je vais juste faire une autre marque, Chocapix. Chocapix, c'est une marque de chocolat, ça non? Chocapix, Chocapic, Chocapic avec un C, chocolat, vous pouvez pas voir, mais je suis en train de le sauver juste localement. Chocapic, c'est quoi comme marque Chocapic, tiens? C'est français, Chocapic, non? Oui, Wikipédia. Chocapic. On n'a pas parlé la dernière fois de Chocapic? On a parlé la dernière fois de Chocapic. Alors, on va le regarder en français. Chocapic est une marque de céréales de petit déjeuner à base de blé complet, distribuée par Nestlé depuis 1984. Et non, c'est pas tout neuf, hein. Chocapic, c'est fort en chocolat.
Ok. Et en Chine, le chien Pico est remplacé par un koala. Bah pourquoi pas? Est-ce qu'on peut voir le koala? À quoi il ressemble? Ah, et voilà. Si vous vous demandiez le Coco Crunch, donc c'est le koala, c'est le Chocapix asiatique. Et ben voilà, pourquoi pas. Ok, bref. Donc, je vais essayer de l'importer. Les céréales de mon enfance, bah ouais, moi aussi. J'étais Chocapix, moi ou... Ouais, si, Chocapix, ouais. Avec les... Ah, comment il s'appelait l'autre? Pour manger du tigre. Les Frosties. C'était ça, les Frosties. Les Frosties, vous avez mangé du tigre? Ok. Donc, importer le CSV. Je vais lui donner, là vous voyez peut-être pas mon écran, mais je suis en train de sélectionner le fichier que je viens de sauver. Ok. Ah, en fait, dans mon fichier CSV, ah oui, excuse-moi, vous avez pas vu. Voilà ce que je vais faire, je vais vous le montrer ici. Donc là, je vais juste faire un fichier CSV avec... dis donc, il est un petit peu long, hein. Ah. Bref, donc j'avais un truc juste nom que j'ai appelé Chocapic. Et je vais lui mettre d'autres variables. Slogan, par exemple. C'était quoi ce slogan? Je viens de le lire. C'est fort en chocolat? Fort en choco? Ok, donc ça c'est le fichier CSV que je vais me créer. Vous ne voyez pas là mon écran parce que c'est sur mon desktop, mais je mets juste mettre ça dans un fichier texte, donc c'est très très basique. Voilà. Par contre, l'import a l'air de ou bien ne pas marcher, ou bien le prendre très très longtemps. Pour un fichier qui fait 2 lignes, littéralement, c'est un peu étrange. Je vais redémarrer. Ok, allez, on réessaye. Importer. Choco. Ah, voilà. Donc là, on est en train d'observer les fichiers, le fichier que je viens d'importer. Click the column header below to map the field to your existing database. Donc celui-là, il a bien été reconnu. Vous voyez, le nom, il a le même nom, donc il a réussi à faire un match. Et les colonnes qui sont en rouge n'ont pas été mappées. Voilà. Donc, ou bien je peux, avant de faire l'import, aller dans ma base de données et l'ajouter, ou bien moi j'aimerais le... Donc là, je peux lui dire lequel je veux, mais il n'existe pas. Ou bien je veux l'ignorer. C'est rare que j'ignore, d'habitude, à chaque fois j'ai un match. Was not probably ignoring column that were deselected. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il entend par deselected? Peut-être que c'est juste ça, alors. Deselected. Ah, est-ce que je peux désélectionner? Comment est-ce que je peux désélectionner? Il a l'air ou bien de marcher ou pas de marcher. Ok, donc on va faire un meilleur exemple. Avant d'importer ça, je vais faire un meilleur exemple. Je vais créer un truc slogan. Je vais faire la chose un petit peu mieux. Voilà, et je vais en créer un autre. Mascotte. Voilà. Bon, j'ai quelques informations là. J'ai slogan et mascotte. Donc maintenant, et je vais faire un exemple. Donc slogan fort en chocolat. Mascotte, qu'est-ce que j'ai dit? C'est un chien. Et je vais ajouter dans mon fichier CSV quelque chose qui n'existe pas. Quand est-ce qu'elle a été créée? Voilà, 1984. Voilà. Donc, je vais prendre ça. Je vais encore une fois le mettre dans mon fichier CSV que vous ne voyez pas à l'écran. Ok, et maintenant, je vais créer... J'ai déjà créé slogan et mascotte. Ok, maintenant je vais... Benko, c'est quoi le slogan de Benko? Benko, il en faut. Voilà. Pourquoi pas. Et la mascotte, c'est... c'est un épi de maïs. J'en sais rien. J'ai oublié. Benko. C'est quoi la mascotte de Benko? Benko, chocolat. Salut. Mike.
Ah, il n'y a pas de mascotte. Ah non, je ne vais pas faire la mascotte de Banania. Ok, on s'en fout. Pourquoi Mick, rappelle-moi, on se connaît sur la communauté, mais j'ai peur de mal prononcer ton prénom. C'est Mick, Mike, Michael, dis-moi, Michel. Et aussi, dis-moi, quel est tes céréales? Est-ce que tu étais Benko, Chocapix, Frosties? Voilà, c'est là où on en est arrivé. Donc, je raccroche. J'ai 3 informations. Je vais importer mon CSV, qui, pour rappel, ressemble à ça. Donc, slogan, mascotte, avec un champ additionnel qui est l'année. Voilà, donc c'est ça que je voulais voir. Donc là, l'année, il ne le trouve pas, donc il n'arrive pas à le matcher, donc il est rouge. Très bien. Ce que j'essaie de comprendre, c'est comment je peux le désectionner et dire mets pas cette colonne. Et ça je ne sais pas. J'ai pas. Je sais pas comment le désélectionner. Et c'est pas une vraie qualification, j'ai jamais eu à le faire, mais je serais curieux, comme encore une fois dans les release notes, ils disent que quand c'est désélectionné, ça n'était pas proprement ignoré. Bon, on va peut-être essayer, peut-être il me demandera plus tard. Non. Bon, il a ignoré l'année parce que j'avais pas de colonne pour ça, effectivement, donc c'est très bien. Et il m'a bien importé mes slogans et ma mascotte. Je suis donc pas encore très clair qu'est-ce qu'il entend par colonnes that were deselected. Peut-être qu'ils entendent les colonnes qui matchaient, qui n'avaient pas de match, d'équivalent. On va dire que c'est ça pour le problème. Ok. Michael Bourgois. Tu dis Bourgois. Et Frosties. Ah bah ouais, moi aussi je suis Frosties. C'est fort ça, Frosties. Frosties de... Ah ouais. Oh, qu'est-ce que j'ai lu sur Frosties? Ils ont sorti... c'est dans les nouvelles, non? Qu'est-ce qu'ils ont fait chez Frosties? J'ai cru comprendre qu'ils sortaient... Ils étaient dans les nouvelles. J'ai lu un truc sur Frosties il n'y a pas longtemps. À part qu'il y a pénurie. Bon, autant pour moi. Autant pour moi. J'arrive pas à retrouver, c'est pas grave. Ensuite, il reste 15 minutes. Bon, on a vu l'import CSV. En l'occurrence, c'est cool parce qu'on a vu comment ça pouvait marcher, ou comment on pouvait importer les fichiers CSV. Fuzzy search was not working properly with email and phone number. Ça marchait pas avec les emails et les phone number. Et deuxièmement, fuzzy search was not working properly with accented characters. Ouh. Et ben on va se faire un peu de fuzzy search pour les 15 dernières minutes. Donc fuzzy search, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est vous pouvez, quand vous voulez chercher des enregistrements de base de données, vous pouvez chercher des enregistrements spécifiques en disant je veux que le nom ce soit Georges exactement. Ou vous pouvez être un peu plus abstrait en disant je veux tous les noms qui commencent par G-E-O. Donc ça peut être Geoffrey, Georges, Georges sans S, etc. Donc essayez d'avoir un peu plus de flexibilité. Vous pouvez même mettre des genres de wildcard, comment on dit wildcard, je sais pas. Pouvoir lui dire, bon voilà, il y a 3 caractères, puis après ça se termine par ES à la fin, par exemple. Donc vous pouvez faire ce genre de recherche, ça c'est un peu ce qu'on appelle fuzzy search. On va le tester. Alors, fuzzy search, on a fait beaucoup le mois dernier. J'ai un peu... faut que je me refamiliarise. Donc voilà ma liste de tous les produits et on va mettre une recherche là-dedans. Donc là, il retrouve mes 2 objets. Ok. En intrant ou en entrant, je vais lui mettre un petit bout de texte que je vais appeler search. Voilà. Et ensuite, à chaque fois, il faut que je me refamiliarise un petit peu avec le... vous savez, on va faire ça comme on fait dans la vraie vie. On va se refamiliariser avec le fuzzy search rapidement. Chaque fois que j'en fais
pas pendant quelques semaines, je perds un petit peu mes réflexes. Blablabla. Ah oui, voilà, faut que je crée un index. Exactement. Ok. Où c'est que je suis? Donc je reviens dans ma base de données, de produits. Je vais créer un index. Indexes, pardon, c'est là. Primary gene, ok. Que je vais appeler un index de search, que je vais appeler search name, par exemple, avec le champ de nom en priorité numéro 1. Après, on va ajouter d'autres champs pour tester les emails, etc. Et pour l'instant, avec le nom devrait marcher. Voilà, donc maintenant j'ai mon index, il est là. Ensuite, donc ça on a fait. Et ensuite, je peux faire ma recherche avec l'index qui est ici. Ok. Donc je reviens ici, je reviens dans mon API, dans celle qui retourne tous les produits. Et ici, je vais lui mettre une condition. Et je vais lui ajouter la condition que ce que j'ai en entrée, donc en entrant, intrant, le nom. Oh, autant pour moi. Voilà, donc que mon index de search, il match mon input. Voilà. Ok. Je pense que c'est bon. Testons ça. Donc si je lui mets, qu'est-ce que j'avais? Attends, je vais m'ouvrir une autre table pour me rappeler un peu les produits que j'avais. J'avais banane et chocolat. Donc si je fais juste... Bon, on va tester pour l'instant banana, voir si ça marche déjà. Ok, donc il me renvoie bien le banana. Après, si je fais que ban, est-ce que... Non, parce qu'il faut que je lui mette... donc le ranking, c'est encore autre chose. Et voilà, il faut que je lui mette... alors, quelle va être ma syntaxe exacte? Code. Partial. Ok. 3 words. Ok, expression group, negation, you can also... is further searching using double quote. Donc si je lui dis... puis je lui fais ça, c'est pour les mots normalement. C'est pas ça, je cherche le... C'est le même mot, j'ai juste envie... Return any result that contain words. Ah oui, voilà. Stop. Donc c'est ça que je cherchais. Donc maintenant, si je lui dis comme ça, et il me retourne banane. Voilà. Donc il faut juste se rappeler un peu la... Comment dire? Les expressions de recherche. Donc si vous voulez juste chercher la fin d'un mot, c'est ça. Si vous savez qu'il y a 1 ou 3 mots entre les deux, c'est ça. Si vous voulez faire un mot ou l'autre, il faut utiliser ce format-là. Si vous voulez faire en sorte qu'il n'y ait pas un mot, vous utilisez ce format-là avec le moins, etc. Donc voilà. Il faut juste se rappeler de ça. Donc se faire un peu un cheat code, un cheat sheet. Michael dit, je débute sur Xano avec les tutos de WeWeb. Très bien. Je suis plutôt Bubble à la base et je voulais voir comment Xano fonctionne pour les futurs projets. Tiens, Michael, si ton but c'est juste de voir comment Xano fonctionne, je vais me permettre de te rediriger vers une petite vidéo. J'ai fait une petite vidéo très rapide, genre une 10 ou 21 minutes sur intro à Xano, voilà. C'est 12 minutes. Je te mets ça là. Peut-être qu'en 12 minutes, bon, c'est pas super préparé, c'est pas super exhaustif, mais au moins, toi, si tu passes 10 minutes, tu te le mets en 1.2 ou 1.5. Et si je me rappelle bien, je couvre un peu les concepts de la base de données, l'API, les tâches, etc. Donc, je t'encourage à regarder ça pour avoir juste une idée très haut niveau. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo-là, mais ça peut peut-être aider. Ok, donc j'en étais où? J'en étais à mon fuzzy search. Ok, donc ça a marché. Par contre, donc le bug qu'il y avait auparavant, c'est que ça ne marchait pas bien
pour les emails et les numéros de téléphone et les accents et les caractères accentués. Ah ben on va le tester. C'est parti. Alors, on va se faire un petit champ email. Voilà. Et on va se faire un petit champ. Qu'est-ce qu'ils entendaient par numéro de téléphone? Est-ce que je le teste avec... Laissez-moi réfléchir une seconde. Est-ce que je le teste avec juste un integer? Ok. On va juste le tester avec ça. Et un champ accentué. On va faire une description où je vais mettre des accents. Donc, c'est McDonald's, ça. John Doe, ok. Le numéro de téléphone, ça va être et John Doe, ça va être un téléphone américain. Comment je vais l'appeler ça? Noël. Noël et fête. Ah, c'est marrant. Ok. Il a sauvé. Alors, je vais recharger pour voir s'il a bien sauvé. Noël et fête. Ok, donc on va voir si ça marche. Donc dans mon... il va falloir que j'ai créé maintenant... Il faut que je mette à jour mon index. Parce que si vous vous souvenez, mon index, il regardait juste le nom. Donc maintenant, j'ai envie de lui dire non seulement le nom, mais l'email en deuxième priorité. Et... Ah, il ne peut pas faire le fuzzy search sur des chiffres. Ouais, c'est assez logique. Donc il ne me laisse pas faire ça. C'est que sur du texte. Ok, donc je vais... Il faudra que je vérifie qu'est-ce qu'ils entendent par phone number, mais pour l'instant, je vais juste déjà essayer les emails et la description. Je vais sauver ça. Maintenant, je reviens dans mon... Je l'ai ici. Je reviens dans ma recherche. Et donc, si je reprends mes syntaxes, je vais lui dire déjà de chercher. Si je me souviens bien, il y a une façon de chercher spécifiquement. Ah ouais, on pouvait définir la priorité. Donc, la priorité 2, c'était mon email. Donc, si je lui dis ça, est-ce qu'il va me le trouver si je lui mets juste ça? On va démarrer très simple. Voilà, donc là, il me l'a trouvé. C'était ma deuxième priorité, c'est mon email. Et si je lui dis juste pour vérifier, si je lui dis priorité 1, il ne devrait pas le trouver. Hein. Ouais, c'est ça, parce que là, il regarde juste le nom. Donc ça, c'est juste, j'en ai pas besoin en fait, il devrait, comme il regarde toutes les priorités, il devrait le trouver, s'il ne me trompe pas, voilà, mais bon, ça, donc si j'ai envie de lui dire, tout ce qui commence par Georges Duverger, voilà, maintenant il me l'a trouvé, donc ça a marché, il trouve l'email, et juste pour s'assurer que ça ne marche pas juste à tous les coups, il faut toujours trouver l'opposé, à un moment où ça ne marche pas, voilà, et là il m'a trouvé le deuxième, Banana avec John Doe. Très chocoté. Ah, Kel de 94 demande c'est quoi Xano, un Airtable-like. Xano, alors je vais prendre une minute. C'est une solution no-code pour avoir un back-end. Et donc, back-end, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire pouvoir avoir une base de données. Ça veut dire... Donnez-moi... Excusez-moi, j'ai un petit... excusez-moi, une petite situation personnelle à la maison. Donc ça veut dire base de données, ça veut dire des endpoints, des points d'entrée, créer des fonctions, de la logique, en fait, de la logique de back-end. C'est Amazon, non, c'est pas Amazon. Et des fonctions... je perds un peu, je me suis déconcentré. Donc, en fait, c'est un vrai back-end complet. Donc, c'est pas juste une base de données. Et donc, la comparaison avec Airtable est intéressante. Airtable, c'est un back-end également qui fait essentiellement juste base de données. Donc, vous avez un peu votre équivalent de spreadsheet, votre tableur. Airtable permet d'avoir une API.
mais c'est moins, comment dire, elle est fixée. Donc vous n'avez pas la possibilité de la changer, d'apporter la logique, voilà, de faire des recherches, appeler un autre service entre-temps, etc. Donc c'est beaucoup plus limité. Donc Airtable, c'est beaucoup plus... Et ils font un super boulot pour une base de données très simple. Je me souviens, à Drabble, on encourageait les gens qui avaient des projets qui venaient de démarrer, d'utiliser Airtable pour démarrer. C'est très facile, comme ça tout le monde peut éditer les données et l'utiliser. Mais dès que vous voulez des choses un peu plus perfectionnées, plus de logique, plus de l'authentification pour vos utilisateurs, pas que pour vous, mais pour vos utilisateurs, là ça te prend une vraie solution de back-end un peu plus sophistiquée. Et les solutions no-code, il y en a plusieurs, il n'y a pas que Xano. Donc il y a Xano, il y a Supabase, qui est encore un peu plus technique que Xano. Donc si vous n'êtes pas de profil technique, c'est un peu dur de se mettre à Supabase. Il y a Backendless, qui est aussi intéressant. Il y a quelques solutions aussi open source. Donc regardez tout ça. Xano, c'en est une des solutions parmi d'autres, qui est, moi, à mon sens, ma préférée. Et pour avoir une meilleure idée, je te remonte le lien que j'ai partagé au-dessus pour Michael. Où c'est que je l'ai mis? Sur la petite vidéo que j'ai fait, dis donc. Ah, je l'ai pas mis le lien? Ah, bah, j'ai peut-être pas mis le lien. Bah attends, je vais te mettre le lien. Intro Xano, je pensais avoir mis le lien autour pour moi. Ça va me prendre une seconde. Intro Xano, il est là. Voilà. Peut-être que je l'ai mis, mais je le retrouve pas, donc je vais juste le remettre là. Ah bah voilà, Michael est plus rapide que moi. Voilà, donc regarde ça, et j'espère que ça t'aide un petit peu. Ok, vite, en 5 minutes, j'ai envie de finir un peu. J'en étais où? J'en étais à... donc email, on l'a testé. Les accents. Allez, on va faire les accents avant de regarder... l'histoire des numéros de téléphone. Donc là, si je teste ça, est-ce que ça va marcher? C'est une bonne question. Donc si je lui dis tout ce qui commence par fait avec un accent. Ok, il l'a trouvé. Et si je lui dis, tiens, je suis curieux, si je mets pas l'accent, est-ce qu'il le trouve quand même? Non. Donc l'accent est important pour le coup. Fait, ok. Cela dit, je peux peut-être lui dire aussi... ouais, donc l'accent... Bon, au moins l'accent marche déjà, donc c'est... Ok, bah ça c'est bien. C'était quoi l'autre? C'était Noël. Donc si je lui mets juste No, il va me le trouver. J'avais Noël, non? Pourquoi il m'a pas trouvé la Noël? Noël. Dans la description. Fête, il a marché, mais Noël, il a pas trouvé. Je vais lire ma deuxième. J'ai oublié quelle priorité c'était, mais bon. Donc fête, ça marche. FE. Par contre, si je lui mets... Si je lui mets ça, est-ce qu'il va trouver ça? Noël. Là, il trouve Noël, mais si je lui mets pas l'accent... il le trouve pas. C'est étonnant, ça. Et si je lui... ouais, non, je suis un peu perplexe. Un peu perplexe, pourquoi il ne le trouve pas? Peut-être c'est une limitation. On a peut-être trouvé une petite limitation. Ou peut-être c'est juste que c'est pas assez long. Donc si je lui mets, je vais tricher. Peut-être que le mot est pas assez long pour qu'il trouve. On va tricher un petit peu. On va mettre ABC devant. Voilà, maintenant je reviens là. Donc maintenant, tout ce qui est en ABC, là il devrait me retourner tout. Enfin les deux, en tout cas ABC Noël et ABC Fête. Donc là, ça marche. Par contre, si je lui mets ABCF, il me retrouve ABC Fête. Et si je lui mets ABCNO, ok, ben il m'a trouvé Noël. C'est peut-être que juste, il n'avait pas assez, quand il a juste que 2 caractères. Enfin, ça sera un peu étrange, mais ABC, il trouve là. ABC Noël, là, il trouve les deux. Par contre, si je lui mets que 2 caractères, il a peut-être pas assez. Ah bah non, ABC Noël. Pourquoi? Alors 2 caractères, il les trouve, mais si c'est NO, il le trouve pas? C'est étrange, peut-être une petite limitation. En tout cas,
Voilà un peu ce qu'on peut faire avec les accents, avec les caractères accentués. Et phone number, je suis pas encore complètement sûr de ce qu'ils entendent par là. Donc s'ils l'entendent pas en termes de integer, que je peux pas chercher de toute façon, qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qu'ils entendent par ça? Décimal? Non, ce serait pas vraiment un décimal. Ouais, je suis pas sûr qu'est-ce qu'ils entendent par phone number. Bon, bah voilà, ça restera un petit peu le mystère. Et puis voilà, on a fini 1.46.3. On a couvert pas mal. Des questions? Il faut pas 3 caractères minimum. Bah oui, alors Michael, c'était un peu trop compliqué le O. Vraiment pour l'Eric, peut-être. Oui, c'est une bonne supposition. C'est ce que je pensais. C'est pour ça que j'ai testé. Donc Michael demande, il faut pas 3 caractères minimum. C'est pour ça que j'ai testé juste en cherchant, tu vois, AB. AB, il les trouve les deux. AB c'est Noël et AB c'est fête. Donc c'est... Ok, je vais faire une dernière petite tentative. Peut-être A, B, C, D, E, F. Comme ça, ce sera le truc différent. Maintenant, si je lui dis A, B, C, il devrait juste me rentrer Noël. Et si je lui dis A, B, ça marche. Attends, c'est fou ça. On va aller jusqu'au bout du test. Hop. Ok, donc là j'ai ABC Noël et Noël. Donc, ça a l'air que si je cherche AB, il me trouve celui-là. Si je cherche NO, il ne me trouve pas celui-là. Alors peut-être c'est parce qu'il n'est pas assez long aussi, on va voir. Comme ça, on enlève toutes les hypothèses possibles. Ok, donc AB, il me trouve ABC Noël. NO, il ne me trouve pas. Pardon, c'est étrange, hein. Donc AB ça a marché, NO ça n'a pas marché. Ben voilà, un petit bug. Juste peut-être une question bête, mais pourquoi chercher avec name plutôt que description? Oh, petite confusion, peut-être j'ai pas été clair. Name, en fait, ici, c'est pas, ça fait référence juste à l'intrant, à l'input que j'utilise pour chercher. C'est pas en lien directement avec ce nom-là. C'est pas lié à ça. En fait, il va chercher sur mon index. Et mon index, je cherche sur plusieurs champs, non seulement name, donc oui, ça peut être dans le nom, mais email, description avec des priorités différentes. Donc en fait, j'aurais pu appeler, j'aurais dû d'ailleurs, parce que ça aurait été plus simple, appeler celui-là input, voilà, pour éviter la confusion. Il a bien changé, c'est très bien. Voilà, maintenant je peux sauver, faire un debug, et maintenant voilà, il s'appelle input. Et donc je retrouve la même NO R input name, parce que j'ai pas dû le mettre partout. Search, voilà. Et voilà, maintenant ça devrait marcher. Voilà, maintenant je peux refaire mon test. Donc tu vois, maintenant c'est un peu moins mêlant parce qu'il s'appelle plus name, il s'appelle juste input. Donc il va chercher name, description, slogan. Voilà. Et on retrouve par contre la même erreur. Donc ça se fait la même limitation. Voilà. Bon, on va se laisser là-dessus. Où est-ce que j'en suis? Voilà. Donc on aura fait 1.46.3. Semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, on fera 1.47. Et d'ici là, n'hésitez pas, je relance l'appel, comme Arnaud en parlait. Partagez sur le Slack de No Code France dans le canal Zano si vous avez plus d'opinions sur quelle devrait être cette idée de bootcamp dont Arnaud proposait, qu'est-ce qui pourrait être utile pour la communauté, quelque chose qui serait intéressant de faire. Voilà, cela dit, merci à tous, parfait pour l'heure, on se retrouve dans 2 semaines, et bon Xano, salut!